Je vous propose aujourd'hui de revenir sur la clause pénale, sur ses grandes caractéristiques et sur son régime juridique. Alors, les grandes caractéristiques de la clause pénale, elles peuvent être synthétisées de la manière suivante. On est en matière contractuelle, donc il y a deux co-contractants, et il y en a un qui est débiteur et l'autre qui est créancier. Et la clause pénale, c'est pour contraindre le débiteur à exécuter ses obligations. Et comment est-ce qu'on va le contraindre à exécuter ses obligations? C'est de lui dire, si jamais vous n'exécutez pas vos obligations, vous devrez nous payer une somme. Généralement, c'est une somme, c'est pas forcément toujours une somme, mais la plupart du temps, 99% du cas, c'est une somme. Et donc, vous voyez déjà que la clause pénale, c'est très important de le comprendre, c'est qu'elle ne va entrer en jeu qu'en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle. Autre chose à retenir, c'est que cette indemnité qui est fixée à l'avance dans la clause pénale, elle est indépendante du préjudice réel qu'a subi le créancier. D'accord? On dit à l'avance, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour s'assurer que le débiteur va bien exécuter son obligation, si jamais il ne le fait pas, il paye tel montant. Et vous voyez que cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête du débiteur, voilà, ça va le convaincre à bien exécuter ses obligations parce qu'il sait par avance que si jamais il n'exécute pas ses obligations, il devra payer cette somme qui peut être parfois très substantielle. Et d'ailleurs, on en arrive à l'autre caractéristique qui nous intéresse, et en particulier au regard de l'arrêt de la Cour de cassation dont je vais vous parler après. L'indemnité en question, elle est forfaitaire. Donc forfaitaire, elle est bien indépendante du préjudice réel, elle est établie de manière forfaitaire, et surtout, elle est évaluée à l'avance. Et on va voir qu'il y a certaines clauses où on n'est pas en présence donc d'une clause pénale. Pourquoi? Parce que l'indemnité, il y a bien une indemnité qui est stipulée, mais elle n'est pas évaluée à l'avance et elle n'est pas forfaitaire. Enfin, dernière chose à retenir sur la clause pénale, c'est que le juge a toujours un pouvoir de modération, c'est-à-dire que nonobstant ce qui est prévu dans le contrat, les parties, le débiteur, le créancier peuvent se retrouver devant un juge, et à ce moment-là, le juge, il peut modérer la clause pénale à la hausse ou à la baisse. Revenons donc maintenant sur les textes qui prévoient cette clause pénale. Avant 2016, avant la réforme du droit des obligations, c'était l'article 1152 du Code civil, qui était très succinct, puisqu'il n'y avait que 2 alinéas, et qui nous disait, voilà, la clause qui prévoit que celui qui manque d'exécuter ses obligations paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, eh bien, en fait, c'est la clause pénale, et on doit exécuter cette clause, on ne peut donc pas allouer à l'autre partie une somme plus forte ou une somme moindre. D'accord? Texte un peu formulé en ancien français. Et ce qui a été rajouté dans les années 70, c'est ce deuxième alinéa qui prévoit que le juge peut toujours modérer ou augmenter la peine qui a été convenue. C'est-à-dire que ça, c'est le pouvoir du juge de toujours pouvoir fixer la clause pénale, l'indemnité de la clause pénale en fonction de ce qui lui paraît ne pas être excessif ou dérisoire. D'accord? Et le pouvoir du juge, on ne peut jamais le supprimer. D'accord? Donc on ne peut pas, dans un contrat, dire il y a une clause pénale et le juge ne pourra pas statuer sur cette clause pénale. Cette stipulation, d'accord, serait réputée non écrite. Et avec 2016, on a fait donc la réforme du droit des obligations, et vous retrouvez dorénavant la clause pénale à cet article-là, l'article 1231-5, qui reprend à l'identique, d'accord, les 2 premiers alinéas de l'ancien article 1152. Et je vous ai dit qu'il y a une petite modification, ça ces 3 alinéas-là sont nouveaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la clause pénale, a priori, c'est une évaluation forfaitaire, une évaluation à l'avance d'une somme qui est totalement décorrélée du préjudice qu'a subi le créancier du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations. Et là, en fait, il y a une sorte de tempérament qui s'est introduit dans le Code civil, où on nous dit que, voilà, si jamais le débiteur, il a exécuté une partie de ses obligations, eh bien, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité de la clause pénale, elle peut être diminuée par le juge,
Et elle sera diminuée au regard de quels critères? Eh bien, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Donc vous voyez bien que là, dorénavant, l'évaluation de la clause pénale par le juge, elle tient compte de l'exécution du débiteur de ses obligations et de l'intérêt que ça a pu apporter au créancier, donc aussi du préjudice, du montant du préjudice, de l'étendue du préjudice qu'il a subi en raison de cette inexécution partielle. Donc vous voyez qu'à travers cet alinéa, il y a une sorte de mélange des genres qui apparaît, où on se dit, finalement, a priori, c'était quelque chose qui était décorrélé du préjudice réel, mais au final, quand on va demander au juge de modérer cette clause pénale, eh bien, il va devoir quand même tenir compte de l'étendue du préjudice. On nous rappelle que, évidemment, toutes les stipulations qui viendraient à priver le juge de son pouvoir juridictionnel n'ont absolument aucun effet juridique. Et dernière chose qui est prévue aussi, c'est que dorénavant, pour pouvoir mettre en jeu la clause pénale, il faut préalablement faire une mise en demeure du débiteur. Donc il n'y a pas, a priori, de clause pénale qui peut être mise en œuvre directement, sauf en cas d'inexécution définitive. Alors, la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est quelle est la sanction si on n'est pas dans le cas d'une inexécution définitive et si le créancier, en fait, n'a pas fait de mise en demeure avant de solliciter la clause pénale. Il y a une petite incertitude sur ce point-là. Si un jour elle est levée, j'en referai une nouvelle vidéo. On en arrive à notre arrêt donc, que je voulais vous commenter, où la Cour de cassation donc, statue au regard des anciennes dispositions du Code civil, mais ça ne changerait rien au regard de ce qu'elle va dire ensuite. Et la Cour de cassation nous rappelle que, pour qu'il y ait une clause pénale, il faut avoir évalué forfaitairement et à l'avance l'indemnité qui s'appliquera en cas d'inexécution de l'obligation contractée. Et c'est seulement si on est en présence d'une clause où il y a une évaluation forfaitaire et à l'avance de l'indemnité que on est en présence d'une clause pénale et que donc le juge a un pouvoir modérateur. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation considère qu'on n'est pas en présence d'une clause pénale. Pourquoi? Alors, je vous passe les détails. On était dans le cadre des compagnies d'assurance, en fait, des agents généraux d'assurance. Et les agents généraux d'assurance, à la fin de leur mandat, ils ont ce qu'on appelle une indemnité de fin de mandat. Et cette indemnité de fin de mandat, c'est comme pour les VRP, en fait, c'est pas une indemnité de clientèle, mais ça ressemble un peu à ça. Et il y a une convention collective qui prévoyait que, si l'agent général d'assurance avait manqué à ses obligations, il y aurait un abattement, on allait réduire son indemnité de fin de mandat en fonction de différents paramètres. Et ces paramètres, en fait, ils n'étaient pas définis de manière forfaitaire et déterminée à l'avance. Simplement, on avait prévu que l'abattement, il ne pourrait pas être supérieur à 30%. D'accord? Et la Cour de cassation nous dit, on n'est donc pas en présence d'une clause pénale. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas justement donc ce caractère forfaitaire et déterminé. On était simplement en fait dans ce qu'on appelle un calcul, une formule de calcul d'une indemnité de fin de mandat. Et on peut parfaitement convenir que l'indemnité de fin de mandat, elle sera calculée en fonction de différents paramètres. D'accord? Donc effectivement, quand on reprend les caractéristiques de la clause pénale, il y avait bien cette idée que l'abattement, on l'appliquait en cas d'inexécution par l'agent général de ses obligations. Donc il y avait bien l'idée d'une inexécution des obligations contractuelles, mais on n'est pas en présence d'une clause pénale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette évaluation qui était forfaitaire et qui avait été faite à l'avance. D'accord? Donc c'est un arrêt qui me semble assez intéressant. Pour ceux qui ont décidé de rejoindre cette chaîne, je vous ferai une analyse plus détaillée en fait de la jurisprudence sur ce point. Et notamment, je reviendrai avec vous sur cet arrêt de 95 qu'on trouve dans tous les codes civils, qui est le premier arrêt à travers lequel on a vraiment insisté sur le caractère forfaitaire et à l'avance de la clause pénale. Je vous remercie. On se retrouve très bientôt.